Il est 8h, bon réveil. À votre matinale info, Nikos Aliagas. Bonjour David Doucan. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Trois titres à la une de votre journal. Il va falloir trouver les mots justes. Emmanuel Macron sera aujourd'hui dans l'Aude, une semaine après les terribles inondations qui ont entraîné la mort de 14 personnes. Une vidéo virale et des conséquences nationales. Un lycéen braque sa professeure avec une arme factice. Il est mis en examen. Le ministre de l'Éducation nationale promet de rétablir l'ordre. Et puis, nous vous parlerons de l'une des meilleures séries françaises, Le Bureau des légendes, avec Mathieu Kassovitz. Cela raconte le quotidien de nos agents secrets et c'est tellement réaliste que cela plaît même aux vrais espions, vous verrez. Europe 1. Une semaine s'est écoulée, les plaies ne sont pas cicatrisées. Voilà ce que va constater Emmanuel Macron aujourd'hui dans l'Aude. 14 morts, 70 blessés, 126 communes ravagées. C'est le bilan des inondations. Ce sont des sinistrés toujours sous le choc que va trouver le président de la République. Leur quotidien, c'est le nettoyage, les réparations, mais aussi heureusement le sourire des nombreux bénévoles venus à leur rescousse. Reportage à Trèbes, Benjamin Péter. Tout le week-end, des bénévoles se sont présentés au poste de commandement de la protection civile. Ce sont eux qui les coordonnent et les envoient aider les sinistrés, comme chez Marianne. À 70 ans, elle ne s'imaginait pas vider sa maison toute seule. On est venu pour vous aider, c'est si gentil. on peut. La première des choses qu'il faudrait faire, c'est prendre des sacs poubelles, vider tout ce qu'il y a là. Fini de démonter la cuisine, on va tout déblayer. Comme ça, on pourra tout enlever, la boue et la flotte. C'est bon? Oui. Allez. C'est vrai que c'est pas facile. L'entraide est formidable ici. Ça risque de durer. Et avec l'hiver, ça va pas être facile. Devant les arènes de Trèbes, c'est un balai incessant de camions remplis de meubles, d'affaires bonnes à jeter. Les experts ont eux aussi commencé à évaluer les dégâts. Marc a même reçu un premier versement pour acheter ce dont il a besoin immédiatement. Ils m'ont déjà donné un bon acompte de manière à pouvoir acheter un peu de tout, 2 téléphones portables, puis des sous-vêtements, surtout les sous-vêtements, quoi. Puis après, il y en a qui nous ont donné des vêtements. Maintenant, j'ai téléphoné un peu à tout le monde. J'attends que ces artisans viennent. Le peintre qui va venir demain, parce que, regardez, ça cloque de tous les côtés là maintenant. Alors lui a un toit, il dort chez son beau-père à Carcassonne, mais tous savent qu'ils ne rentreront pas chez eux avant plusieurs mois. À Trèbes, Benjamin Péter, Europe 1. Et ajoutons que le ministre de l'économie a chiffré hier les dégâts matériels à 200 millions d'euros. Éric Dupond-Moretti, vous êtes resté avec nous dans le journal. Ça vous parle, les intempéries, ce que vivent les gens qui vont attendre et qu'on va oublier peut-être dans quelques semaines? On en parlera moins dans les médias? Ça me parle parce que c'est une véritable désolation pour ceux qui ont à vivre ce genre d'événement. Enfin, on a vu des images, il y a des morts, puis une attente évidemment extrêmement importante de ces populations-là qui sont touchées. C'est très difficile tout ça. On va parler maintenant dans le reste de l'actualité de ce lycéen qui a braqué sa professeure en plein cours avec une arme factice. Oui, ce sont des images qui ne peuvent laisser personne indifférent. Je dis des images parce que cette scène, on l'a découverte dans une vidéo devenue virale ce week-end. L'adolescent a été placé en garde à vue, puis mis en examen pour violences aggravées. Il risque jusqu'à 3 ans et demi de prison. Le président de la République a demandé à ses ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale de mettre en place un plan d'action contre les violences envers les enseignants. Depuis 24 heures, Jean-Michel Blanquer est omniprésent dans les médias avec un discours de fermeté. Écoutez le ministre de l'Éducation nationale. Ce sont des actes complètement inacceptables. C'est pourquoi d'ailleurs les mesures qui s'imposent ont été prises immédiatement. Tout professeur de France doit se sentir totalement protégé par son institution. Et derrière l'institution, il doit y avoir tout le pays. Pour avoir des solutions adaptées, il faut avoir un diagnostic clair. Ça peut être par exemple la vidéosurveillance quand c'est pertinent. Le portique peut être une solution, mais il faut faire attention parce qu'on peut créer d'autres problèmes de sécurité, notamment en créant des files d'attente devant les établissements. Donc il faut regarder avec sérénité et pragmatisme les solutions qui se présentent, mais en tout cas dans un esprit de coopération étroite entre l'éducation nationale, les autres ministères concernés et les collectivités locales, dans l'intérêt de nos élèves, dans l'intérêt général. Se sentir protégé, manifestement, les professeurs en ont besoin. Depuis hier, Nikos, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. Avec le hashtag pas de vague, ils sont édifiants. Les enseignants racontent les agressions dont ils sont victimes quotidiennement de la part de certains élèves. Le nombre de témoignages est impressionnant. David Abiker y reviendra dans sa revue de presse. Europe 1, il est 8h04. Les suites de l'affaire Mélenchon après les policiers et les magistrats, sa violence se focalise sur la presse. Le leader des Insoumis a appelé ce week-end ses partisans à pourrir, je cite, pourrir les journalistes de France Info, partout où ils les trouveront. Jean-Luc Mélenchon n'a pas apprécié une enquête sur ses comptes de campagne diffusés par nos confrères. Radio France a décidé de porter plainte. Ça vous parle, cette actualité? Éric Dupond-Moretti qui est resté avec nous dans le studio? Oui, bien sûr que ça me parle. Je pense qu'il y a un certain nombre de dérives judiciaires. Je pense à la justice spectacle. Mais en même temps, un type comme Mélenchon, il a tous les médias, si j'ose dire, à sa disposition pour s'exprimer, pour argumenter.
quand on le voit vitupérer, quand on le voit violenter, quand on le voit faire ce qu'il fait, faut pas s'étonner que des gamins dérapent. Sauf que le gamin qui dérape, il se retrouve devant la 23e chambre correctionnelle et il prend 2 mois ferme pour outrage. Voilà. Le fond du dossier, je le connais pas. Et Mélenchon, il est présumé innocent. Vous parlez du ressenti, de l'image. Oui, mais quand on a perquisitionné Sarkozy, quand on l'a placé en garde à vue, quand on l'a mis dans la camionnette, quand on a donné des PV dans l'affaire Fillon, Mélenchon, on l'a pas entendu. Bon, ça, je le note. Pour le reste, je dis que son comportement est quand même très inquiétant, puis qu'il y a des mômes qui regardent comment se comporte la République, puisqu'il est devenu la République. Comme Louis XIV était l'État, lui tout seul. L'exemplarité, c'est ce que vous insinuez, être exemplaire pour ceux qui nous entendent. Le gouvernement a plein d'idées pour changer la vie des automobilistes, David Doucan. Oui, ce sont nos confrères du Parisien qui révèlent ce matin les grandes lignes du projet de loi mobilité, un texte qui vise à faciliter nos déplacements du quotidien. Quelles sont les principales mesures, Aude Vernuccio ? Eh bien d'abord, terminer les barrières au péage et les files d'attente. On irait vers un système de paiement par capteur qui détecterait une vignette ou bien la plaque d'immatriculation. Et pour éviter la fraude, l'État veut aussi durcir les sanctions. Maintenant, pour le covoiturage, le gouvernement ne veut pas que cela devienne une source de bénéfice pour le conducteur. Il faut donc encadrer les prix, par exemple en imposant un partage des frais qui évoluerait selon le nombre de passagers sur un même trajet. Et puis bonne nouvelle pour ceux qui se rendent au travail en covoiturage ou en vélo, même système que pour les transports en commun. Vous pourriez bientôt percevoir un forfait de 400 € par an de votre entreprise pour compenser les frais. Et puis du côté des taxes, moins réjouissant, comptez 3 € de plus sur les cartes grises, mesure pour financer les contrôles renforcés de l'État après le scandale du Dieselgate. Merci Aude Vernuccio pour ces précisions. David Doucan, on vous retrouve tout à l'heure, vous allez interviewer Mounir Mahjoubi, le secrétaire d'État au numérique, est un proche d'Emmanuel Macron. La suite du journal, David Doucan, cette innovation qui permettra peut-être bientôt de mieux soigner le cancer. David. Oui, c'est une équipe de l'Institut Curie à Paris qui vient de révéler des résultats très prometteurs. Leur technique permet de démultiplier l'effet de la radiothérapie. Notre spécialiste santé Mélanie Gomez nous explique tout. Le principe de cette innovation est simple, utiliser des nanoparticules d'hafnium, c'est-à-dire des particules infiniment petites de métal, pour augmenter l'efficacité de la radiothérapie. Concrètement, dans cette étude, on a testé ce nouveau procédé chez des patients atteints de sarcome, avec des tumeurs au niveau des membres, et donc les chercheurs ont d'abord injecté ces nanoparticules directement dans les tumeurs de ces malades, la veille de leur première séance de rayon. On les a ensuite comparés à d'autres patients ayant eu uniquement une radiothérapie classique sans nanoparticules. Résultat, les injections apporte un vrai bénéfice, précise le docteur Sylvie Bonvalot de l'Institut Curie. Alors, dans le groupe qui a les nanoparticules, en fait, il y a 2 fois plus de réponses complètes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tumeurs. Ça crée plus d'énergie, c'est ça ? Ça crée plus d'électrons, voilà, de radicaux libres. On dit le terme exact, c'est radicaux libres. Et ces radicaux libres, si vous voulez, ils détruisent la tumeur. C'est 10 fois plus efficace. Alors cette technique démultiplie l'efficacité des rayons, mais elle le fait sans pour autant augmenter la toxicité du traitement. Seuls quelques cas d'allergie ont été rapportés. Une innovation prometteuse qui est déjà en cours d'expérimentation dans des cancers plus fréquents, comme celui de la prostate. Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1. Vous connaissez le bureau de légende, la série qui est diffusée sur Canal+, avec Mathieu Kassovitz, Eric Dupond-Moretti ? Non. Vous connaissez pas Malotru, Moule à gaufre ? Non. Le phénomène, on va vous expliquer alors. David Doucan. Juste pour nous mettre dans l'embarras. Ce sont Malotru, Moule à gaufre, Phénomène, les noms de code des personnages du Bureau des légendes. Cette série raconte le quotidien des agents de la DGSE. La saison 4 commence sur Canal+. Et figurez-vous que les vrais espions, non seulement regardent la série, mais en sont fans. Révélation forcément top secrète de Jean-Sébastien Soldaini. Dans les locaux de la DGSE, la série est considérée comme un dossier stratégique, car au fil des saisons, elle devient une vitrine du savoir-faire français en matière d'espionnage. De quoi réveiller des vocations pour des services qui recrutent aujourd'hui 700 personnes par an. Un pic de candidature a même été atteint en 2015, probablement un effet attentat, mais c'est aussi cette année-là que le Bureau des légendes est diffusé pour la première fois. De son côté, le créateur de la série, Éric Rochant, admet ressentir du respect de la part des agents. Certains admiratifs vont le saluer dans la rue en lui faisant comprendre qu'il travaille pour la DGSE. En revanche, il dit n'avoir aucun retour officiel. Ils ne disent rien. Ils ne disent pas qu'ils sont contents, ils ne disent pas qu'ils ne sont pas contents. Alors aujourd'hui, on sait qu'ils sont contents, ça transpire, et puis ils n'ont aucune raison de le cacher. Par exemple, ils ne diront jamais si telle ou telle chose est vraie ou pas vraie. Et même s'ils disaient c'est vrai, vous imaginez bien qu'on ne les croirait pas. Parce que tout est de l'intox.
Il y a une éthique narrative dans ce qu'on fait et cette éthique narrative leur plaît. David, expert, la série lève un coin de voile assez vraisemblable, si bien que beaucoup d'agents sont reconnaissants, habituellement tenus au silence. Ils peuvent ainsi expliquer à leurs proches une infime partie de leur travail dans l'ombre. Les révélations de Jean-Sébastien Soldaini. Et Mathieu Kassovitz sera mon invité à 8h35. On va passer un petit coup de fil pour voir s'il s'est réveillé ou pas.